Aujourd'hui, je m'attaque à Carlos Sainz, le coéquipier actuel de Charles Leclerc, malheureusement sans baquet pour 2025 parce que Ferrari a décidé qu'Hamilton serait mieux que lui en rouge. Et je vais pas te mentir, quand les infos elles sont sorties, ça m'a fait un peu de la peine pour lui. Et c'est pour ça que j'ai voulu en apprendre plus sur son parcours et surtout te le partager. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de qui est vraiment Carlos Sainz? Est-ce qu'il mérite ou non sa place de coéquipier? Pourquoi est-il autant mal aimé? Est-ce qu'il a un bon palmarès? Est-ce qu'aujourd'hui il est assez performant pour être en F1? Eh bien on en parle après ça. Commençons par une petite subtilité. Carlos Sainz, en fait, c'est Carlos Sainz Junior, parce que son père, qui est potentiellement aussi connu que son fils, et bien plus peut-être, bref, ce monsieur s'appelle également Carlos Sainz, oui, premier du nom. Et il est notamment double champion du monde de rallye, et si tu as regardé le Dakar cette année, il y a participé, il a aussi gagné, mais il a affronté aussi Sébastien Loeb. Voilà, tu vois un petit peu le milieu dans lequel il est. Mais aujourd'hui, c'est pas sur lui qu'on va s'attarder, c'est bien sur son fils, Carlos Sainz Junior. Tu m'en voudras pas, ça sera Carlos Sainz sur la vidéo, sinon ça risque d'être un petit peu long au fur et à mesure. Carlos Sainz, il est né le 1er septembre 1994 à Madrid. Et donc avec ma petite intro sur son papa, etc., inutile de dire que le pilotage automobile, il a dû baigner dedans quoi. Et ça va être en 2006 qu'il va commencer sa carrière, comme beaucoup de pilotes, avec le karting. En 2008, il gagne le championnat KF3 d'Asie-Pacifique. Alors si t'es comme moi et que tu connais pas grand chose, le KF3 c'est une catégorie de karting pour les meilleurs pilotes âgés de 11 à 15 ans. Voilà. Comme ça au moins tu sauras. Il va terminer second du championnat espagnol. En 2009, il va gagner la prestigieuse Monaco Junior Kart Cup. Mais il va aussi finir sur le podium KF3, mais d'Europe cette fois. En 2010, il va intégrer la filière des jeunes pilotes de Red Bull Racing. Ce qui fait qu'ils vont aussi devenir ses sponsors pour participer au championnat d'Europe de Formule BMW dans l'écurie Euro International. Où d'ailleurs, il finira 4ème. On avance encore un petit peu, il va changer de catégorie en 2011. Il va aller voir du côté de la Formule Renault avec l'écurie Quarannon Motorsport, où il va finir 2ème avec 200 points. Petite performance quand même, 10 podiums en 14 courses. Mais bon, 2ème quoi. Ça, c'est ennuyeux. Alors pour le challenge et sûrement un petit peu pour se consoler, il va remporter le championnat de Formule Renault 2 Northern European Cup avec toujours son écurie Quarannon Motorsport. Il va récolter pas moins de 489 points et avec notamment des victoires à Hockenheim, Spa, Nürburgring, donc encore une fois une petite performance à souligner. Ensuite en 2012, il va step up encore une fois et il va aller en Formule 3, notamment avec le championnat de Grande-Bretagne. Bon, ce sera pas forcément sa meilleure saison parce qu'il va finir 5ème avec seulement une victoire à Spa cette année-là. C'est pas mal, mais ça restera pas dans les annales. Malgré ça, en 2013, il va faire un petit glow-up parce qu'il va faire plusieurs séances d'essais avec Red Bull. N'oubliez pas qu'il fait partie du programme Red Bull Racing. Et donc ces essais, au-delà de le faire rouler en Formule 1, ils ont quand même une grande utilité, c'est de lui permettre d'obtenir sa super licence. Pour rappel, avant la réforme de 2016, un pilote, pour l'obtenir, devait au minimum rouler 300 km dans une F1. Donc quoi de mieux pour rouler que de faire des essais libres? Voilà. C'est parfait pour ça et énormément d'écuries utilisaient cette méthode pour permettre à leurs jeunes pilotes d'avoir leur licence. En 2014, il va continuer à rouler et il va devenir champion de Formule Renault 3,5 Series devant un autre pilote que j'aimerais bientôt faire en vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te hype un peu. Bref, devant Pierre Gasly, en s'imposant notamment lors de 7 courses pendant la saison. En tout cas les amis, vous savez sûrement que j'adore faire ce genre de format depuis le début, mais sérieux, s'il y a un truc à souligner, c'est les catégories de Formule Renault. Ça m'a fait vriller entre les 2, 3,5, machin, les trucs spéciaux. M'en voulez pas si parfois je fais une erreur ou une petite approximation, soyez gentils, corrigez-le normalement en commentaire sans m'insulter. Voilà. C'est donc avec ce palmarès que l'année d'après, on va le voir poser ses fesses dans une Formule 1 pour sa première saison. J'ai envie de commencer cette nouvelle étape de sa vie par petite anecdote, petit truc sympa. Carlos Sainz, il a un petit côté marketing, tu vois. Il choisit le numéro 55 pour son blaze. Et ça, tout simplement pour qu'il puisse écrire Carlos Sainz 55, voilà, je te l'affiche. Ça me rappelle un petit peu MSN, je trouve ça intéressant, voilà, pour tous les vieux d'avant les années 2000, quoi. Sinon, plus sérieusement, comme il est toujours dans le programme Red Bull, après les essais et l'obtention de sa super licence, il va débuter en 2015 avec l'écurie bébé Red Bull, Toro Rosso. Et d'ailleurs, il va faire équipe avec un autre baby à l'époque, Max Verstappen, qui a seulement 17 ans.
rappelons-le. Ce qui va faire d'eux la plus jeune équipe en Formule 1 depuis tout le temps, quoi. Et alors, comment ça se passe cette première saison? Il va quand même faire un truc cool parce que lors de son premier GP, il va finir 9ème, donc ramener des points. C'est quand même à souligner. Il refera une autre bonne course, notamment en Malaisie, où il va finir 8ème. Après, je vais pas trop m'attarder non plus sur cette saison parce qu'il n'a pas trop eu de chance par la suite avec la voiture, parce qu'il va se taper quand même 7 abandons, notamment en Autriche, en Hongrie, en Belgique. Je ne peux pas toutes les passer parce que c'est un peu long au bout d'un moment dans la vidéo et le watch time va baisser. Dans cette écurie, il va forcément être comparé à Verstappen, qui va d'ailleurs le dominer assez souvent dans les qualifications. Et je pense que c'est difficile quand même d'être mis en concurrence directe avec le prodige qui arrive, quoi. Il fera sa meilleure course aux États-Unis en finissant 7ème, alors qu'il a démarré de la voie des stands. Donc quand même belle remontada. Son résultat à la fin de la saison, 15ème avec 18 points, alors que Verstappen finira 12ème avec 49. Voilà quoi. L'année suivante, il va y avoir des changements. Déjà parce que son coéquipier va changer. Verstappen, il va aller chez les grands, chez Red Bull. Et Sainz, il se retrouve avec Danny Kvyat. Va y avoir quand même un gros glow-up parce qu'il va être dans les points 10 fois cette saison-là. Petite chose à souligner, c'est que la voiture, elle aura changé de moteur. Avant, c'était Renault. Là, il passe sur un moteur Ferrari de l'année précédente. Donc peut-être que les performances viennent aussi un peu de là. Sainz va être beaucoup plus performant au début de la saison où il va inscrire 32 points. Ensuite, ça va être un petit peu plus difficile vers la fin de la saison, malgré une 6ème place aux États-Unis et au Brésil. Il va finir 12ème cette année-là avec 46 points. Cette année-là, elle va être, selon pas mal de sources que j'ai pu éplucher, le tournant de la carrière de Sainz. Max Verstappen, comme il est plus là pour amener la comparaison, il va se placer en leader par rapport à son coéquipier qui, on va pas se mentir, n'a pas les stats espérées par l'écurie. Et cette saison, on va pas pouvoir dire qu'il va avoir une année chill et Netflix, parce qu'il va y avoir 6 abandons, notamment au Canada, en Grande-Bretagne, au Japon, en Malaisie, dur quoi. Mais à Singapour, il va profiter d'un souci chez Ferrari pour réaliser son meilleur résultat jusqu'à présent en finissant 4ème. Le 17 septembre 2017, soyons précis, Renault le recrute pour remplacer Jolyon Palmer. Je sais pas si je le dis bien, bref, mais pour la saison 2018. Mais petit retournement de situation, en octobre, Renault annonce que le transfert, il sera effectif dès le Grand Prix des États-Unis. Et dans sa nouvelle voiture, Sainz, il va finir 8ème. Bon après, pas de chance, il va abandonner au Mexique, à Abu Dhabi, à cause d'une roue mal fixée. Renault quoi. Oh ça va, on peut vanner un peu hein. Bref, il termine 9ème de la saison avec 54 points. On arrive maintenant en 2018 et on va passer aux choses sérieuses. C'est la première fois que Sainz il sort de l'écurie Red Bull pour une saison pleine. Et ce qu'on va pouvoir retenir, c'est que chez Renault, ça va le faire en fait. Sur les 10 premiers Grands Prix, il va finir 7 fois dans les points et il finira la saison avec 53 points à la 10e place. Manifestement, c'est pas assez, surtout comparé à son coéquipier Nico Hülkenberg qui finira 7ème avec 69 points. Et Renault va décider de le remercier en le remplaçant par l'homme au sourire de Drive to Survive, Daniel Ricciardo. D'ailleurs, retenons que pour Ricciardo, c'était pas forcément le meilleur move à faire à ce moment-là. Mais on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Encore une fois, demande en commentaire, abonne-toi pour pas la rater. Ce serait dommage quand même. Et donc, faute de baquet et en mode Pôle emploi, c'est à ce moment-là où McLaren va lui demander de remplacer Fernando Alonso, qui a décidé de partir à la retraite de la Formule 1. Alonso quoi. Et donc Sainz allait changer une nouvelle fois de baquet pour une nouvelle aventure. On va être honnête direct, chez McLaren, ça va pas être le meilleur début de saison. Il va abandonner sur problème mécanique à Melbourne et Bahreïn aussi. En Chine, son ancien partenaire Kiat et lui, ils vont s'accrocher et il va finir 14ème. Malgré ça, il va quand même rattraper le coup où il va faire une 7ème place en Azerbaïdjan et à Monaco 6ème. Et ça va se reproduire aussi en Grande-Bretagne. Et c'est à ce Grand Prix où il va un petit peu craquer à la radio et où on va découvrir le fameux Smooth Operator. Alors la petite histoire là-dedans, c'est qu'on essaye de faire plein de suppositions, mais la réalité c'est qu'il a déclaré, c'était une chanson qui n'a pas arrêté de passer à la radio durant le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne. J'ai commencé à l'entendre à la radio et apparemment c'est une chanson assez connue. Bah oui, Smooth Operator quand même. Hein. Et il a ajouté qu'il a chanté cette chanson sans savoir ce que signifiait Smooth Operator. Et quand les personnes de l'équipe ont commencé à lui expliquer ce qu'était un Smooth Operator, donc quelqu'un de très habile pour les non anglophones, et il s'est dit je peux peut-être m'attribuer cela et commencer un peu à répondre une blague autour de moi. En vrai je trouve ça fun, sauf pour les droits audio pour la Formule 1. The FIA has informed us that singing Smooth Operator is not allowed due to copyright laws.
non, j'ai peur. En tout cas, est-ce que tu connaissais l'origine de cette histoire, malgré tout ce que tu as pu voir sur les réseaux avec les petits shorts qui sortent, etc. Par la suite, il va finir quand même 3 fois 5e en Allemagne, en Hongrie et au Japon. On va passer rapidement sur l'abandon en Belgique pour une perte de puissance, une roue mal fixée en Italie, sûrement un petit souvenir de Renault, un petit mécano qui est passé par là, pour parler plutôt du Grand Prix du Brésil. Il va rater complètement ses qualifs à cause d'un problème moteur et il va partir dernier. Jusque-là, on se dit c'est mal engagé. Mais malgré ça, il va passer la ligne d'arrivée 4e et même finir sur le podium parce que Lewis Hamilton, il va prendre une pénalité. Donc c'est à ce Grand Prix du Brésil où il va faire son premier podium de sa carrière. Et potentiellement, il va permettre aussi de remettre McLaren sur un podium qu'il ne l'avait pas vu depuis 5 ans. À la fin de cette saison, il finira 6e avec 96 points. Quand tu regardes un petit peu les reviews de cette année-là, c'est concrètement une année pleine d'espoir pour un pilote qui au final gagne en maturité et évolue constamment. En 2020, ça va être une très bonne saison qui va arriver pour lui. Malgré qu'il y a une pandémie et une saison qui va commencer seulement en juillet, il va se passer des choses en coulisses. Comme le dirait Toto Wolff, quand il se passe rien sur la piste, il va se passer des choses autour. Voilà, remember ce qui se passe actuellement quoi. Et donc en mai 2020, Ferrari, ils sont un petit peu emmerdés parce que Sébastien Vettel, il n'est pas spécialement réceptif aux négociations et son départ de l'écurie, il est annoncé à la fin de la saison. Allez, salut! Et ça va du coup lancer un petit jeu de transfert dans tous les écuries. Petite news, Ricciardo, encore lui, va prendre la place de Sainz encore une fois. Voilà, désolé. Peut-être pas encore le meilleur move pour lui, mais voilà. Et donc Sainz, il va faire un sacré step-up parce qu'il va se retrouver chez Ferrari aux côtés de Charles Leclerc. Mais je trouve que c'est délicat parce que la saison à ce moment-là, elle a même pas encore commencé. Et on va se retrouver un petit peu dans la même situation qu'on a pu voir aujourd'hui avec Hamilton notamment, avec des transferts actés, mais des pilotes qui doivent encore rester dans leur écurie avant de se dire l'année prochaine de toute façon je suis plus là. Je pense que c'est vraiment dur mentalement de se dépasser à ce moment-là. Malgré ça, Sainz il va déclarer « Je suis très heureux de courir pour la Scuderia Ferrari à partir de 2021 et je suis très excité à propos de mon futur avec cette équipe. Il me reste une année importante avec McLaren Racing et j'attends avec impatience de courir avec eux cette saison. » Il va terminer cette saison 2020 6e avec 105 points. Mais il y a quand même une petite subtilité, c'est que n'oublie pas que cette année-là, la saison, elle ne comptait que 17 Grands Prix. Donc en fait, au cumulé, il a fait beaucoup plus de points que l'année précédente. Mais au-delà de cette petite analyse, le plus marquant, c'est qu'il va monter sur la 2e marche du podium lors du Grand Prix d'Italie. Première fois qu'il va prendre autant de points. Et donc c'est sur cette bonne note que Sainz, il va partir chez les Tifosi. Chez Ferrari, Mattia Binotto, il a concrètement fait un énorme pari pour une nouvelle ère dans son écurie. Et il déclare « Nous sommes confiants dans le fait que ce duo de pilotes, avec le talent et la personnalité de Charles et de Carlos, la plus jeune paire des 50 dernières années de la Scuderia est la meilleure combinaison possible pour nous à atteindre les buts que nous nous sommes fixés. » Malgré cette confiance que Ferrari a placée en lui, Sainz il va pas faire mieux que P5 pendant les 4 premières courses. Mais à Monaco, grâce à un petit concours de circonstances avec Charles Leclerc, l'abandon de Bottas, il va finir derrière Max Verstappen et faire son 3e podium de sa carrière et enfin un avec Ferrari. Il va y retourner sur ce podium en Hongrie après la disqualification de Vettel et également à Abu Dhabi. Et c'est avec plaisir que je vous annonce qu'il va enfin quitter la 6e place du classement des pilotes qu'il aime depuis tellement d'années pour passer en 5e position avec 164 points, important le virgule 5. Et il y a une chose qui est quand même à souligner, c'est qu'il va se retrouver au-dessus de Charles Leclerc et de Lando Norris. Bien joué Carlos. Smooth operator. Petit fait supplémentaire, on soulignera que dans cette saison, il sera le seul pilote à ne pas avoir abandonné sur aucun Grand Prix. Ferrari terminera 3e au constructeur cette année, grâce à lui aussi. Voilà, merci encore une fois Carlos. Son arrivée chez Ferrari, elle a quand même pas mal fait parler, parce que la comparaison avec Leclerc est assez présente, surtout qu'on a vendu le truc comme Leclerc est meilleur que Sainz. Mais le fait qui en ressort, c'est que même si Leclerc, peut-être qu'il a des aptitudes naturelles, qui est plus rapide, il est souvent dit que Sainz est le plus gros bosseur de l'équipe. Pour autant, en course, il n'arrive pas à faire la différence. Après, on va pas se mentir, pour la carrière de Sainz, c'est bien les podiums, mais c'est quand qu'on va écouter ton hymne, parce qu'à un moment la première place va peut-être falloir le faire. Et en 2022, ça va être plutôt cool pour lui. Il commence avec 2 podiums, comme ça, doublé de Ferrari à Bahreïn, où il termine derrière Leclerc, et 3e à Jeddah. Grâce à ça, en avril 2022, avant Imola, on apprend que Sainz s'est prolongé jusque fin 2024. Bon, ce qu'on savait moins, c'est que c'était 2024 et pas un jour de plus.
mais ça c'est pour la suite de la vidéo. En Grande-Bretagne, il va faire sa première pole position de sa carrière et surtout le plus important, il va enfin gagner sa première course. Il était temps mon gars, il a rien lâché et il y est arrivé. Il va finir la saison avec 246 points à la 5e place. Leclerc quant à lui, il va finir 2e avec 308. De quoi attiser je pense quelques petites tensions entre eux au niveau de l'écurie. Il y a eu d'ailleurs plusieurs passages où la compétition de ces deux pilotes est devenue assez présente, voire même un peu dangereuse j'ai envie de dire, et où leurs échanges radio ont montré que parfois quand on est sportif de haut niveau et compétiteur, on veut être le meilleur et peut-être pas forcément dans l'intérêt de l'équipe. Mais en même temps, être meilleur que son coéquipier, est-ce que c'est pas la première compétition qu'un pilote doit avoir dans une écurie? Voilà, vous avez 3 heures, écrivez votre avis en commentaire. Et donc on arrive en 2023, domination Red Bull, voilà, on ne peut pas y échapper. Et Sainz, il va quand même être celui qui va faire tomber la série de Verstappen, où il sera le seul à finir sur la première marche du podium à part lui. On pourra aussi parler de sa pénalité lors du Grand Prix de Vegas, où il va défoncer sa voiture sur une plaque d'égout et où il devra en subir les conséquences et il va prendre 10 places de pénalité. Personnellement, moi j'avoue que j'ai trouvé ça injuste, mais les règles sont les règles selon la FIA. Il va quand même réussir à remonter à la 6e place, donc en vrai bonne performance à ce moment-là. Et dans une autre catégorie que j'ai envie de souligner, est-ce qu'on peut parler de son podium pour la coupe Netflix au golf? Le truc c'est qu'il va pas repartir avec la coupe parce que prend pas soin de ses affaires ce monsieur. Et bref, il finira la saison 7e avec 200 points et Leclerc 5e avec 206. Je crois plutôt que c'était une 406. Et la suite, bon, je pense que t'as pas pu le rater. On annonce le plus gros transfert pour 2024 avec Hamilton qui part chez Ferrari. On se doutait que son contrat à Sainz, il allait se finir en 2024. Mais qui serait surtout pas renouvelé. Il va d'ailleurs le confirmer peu après. Ça m'a fait de la peine parce qu'il a eu une petite réaction d'orgueil, c'est qu'il a supprimé tous ses highlights Ferrari sur son Instagram juste après la décision. Donc je pense que voilà, ça va quand même faire bizarre qu'on te dise bon gars, tu dégages quoi. Et là aujourd'hui on est en 2024 et lors du 2e Grand Prix il a dû laisser son baquet à cause d'une appendicite. Il est quand même revenu pour la course etc, pour conseiller Birman et il a repris son baquet le week-end d'après à Melbourne. Et comme ça, il vient de remporter une nouvelle victoire contre Verstappen qui a dû abandonner à cause d'un problème sur la voiture. Et donc il est à nouveau celui qui passe quand Verstappen trépasse. Voilà. Je sais c'est poétique, mais c'est ce qui m'est venu maintenant. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que beaucoup d'écuries qui regardent vers lui pour la prochaine saison. Mais où est-ce qu'il pourrait aller en fait? Selon vous, quelle est l'écurie qui serait à même de lui apporter un bon cadre pour pouvoir au maximum performer? Et en vrai, ce pilote, quand j'ai fait mes recherches, il m'interpelle parce que au final, j'ai pas trouvé de coup d'éclat dans sa carrière. C'est dans le sens où les pilotes que j'ai fait jusqu'à présent et que j'ai préparés, il y a toujours un moment où leur carrière elle a explosé et ensuite ça se maintient, ça descend, etc. Sainz, pour le moment, je le vois comme un pilote à maturité, mais qui n'a pas encore eu son pic de performance. Pour moi, il n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Et c'est peut-être cette transition, son évolution constante, qui va faire de lui peut-être un pilote leader. Maintenant, je pense que les choix qu'il va faire pour les prochaines années, ils vont être vraiment importants parce que est-ce qu'il va avoir les bons outils pour s'exprimer? Il sait être combatif, il est capable d'encaisser la pression et je pense qu'aujourd'hui il est dans un état d'esprit qui peut lui permettre d'aller loin, mais jusqu'où? Et est-ce qu'il va encore avoir à la place du coéquipier? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tous les pilotes aujourd'hui sans exception en F1 se disent qu'ils peuvent être champions. Mais est-ce que tu penses que ça va être possible pour lui? En vrai, moi je me pose la question et j'aimerais bien avoir ton avis. Voilà en tout cas les amis, c'était le parcours de Carlos Sainz Jr. J'espère que ça vous a plu, ce petit axe que j'ai mis en avant. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à donner vos avis en toute bienveillance. Évitez les insultes parce que vous finirez bloqué de la chaîne, je vous le dis directement. Et puis si vous avez envie de regarder les anciennes vidéos, vous pouvez cliquer ici. Si vous avez envie de vous abonner pour aider la chaîne, laissez un like, cliquez. Et puis maintenant on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.